Salut à tous, bienvenue sur Increase Your Capacity, le podcast où l'on parle de développement chez les jeunes sportifs. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Sébastien Rattel. C'est notre dernier épisode ensemble. Voilà, on a fait donc les 3 épisodes. Comment tu vas déjà ? Je te pose la question. Est-ce que ça se passe bien pour toi ? Mais parfait, tout va bien. On est à la fin de l'année universitaire, donc on va prendre quelques semaines de repos avant de recommencer début septembre, fin août, début septembre, sur une nouvelle année universitaire avec plein de formations, voilà, plein d'idées de recherche. Donc on va poursuivre en ce sens. On a vu ensemble le pic de croissance, comment était l'enfant. On a vu aussi les filières énergétiques autour du jeune. Et là, je voulais qu'on aborde un autre point avec toi, que tu as abordé aussi dans ton livre. C'était, en fait, on entend tellement souvent d'ailleurs, et de choses autour du jeûne et de la musculation. Comme quoi, c'est pas bien, qu'il faut pas en faire. Et je voulais que tu nous parles de la musculation chez les jeunes. Alors la musculation, oui, c'est un terme que l'on utilise finalement très peu lorsque l'on est amené finalement à accompagner et à suivre des jeunes sportifs. La musculation, alors c'est vrai que la musculation intègre ou inclut différentes méthodes finalement de renforcement ou d'entraînement de la force. Donc la musculation, on l'utilise très peu, voilà, parce que ça a une connotation un petit peu Bodybuilder. de bodybuilder, d'hypertrophie musculaire, voilà, d'augmentation de la masse chez les jeunes, alors que c'est vraiment pas l'objectif. Donc le terme musculation, c'est un terme que l'on utilise très peu de manière à ne pas faire peur, que ce soit auprès des parents, auprès des enfants, auprès de finalement de toute personne qui s'intéresse qui s'intéresse à l'enfant. Moi, je préfère utiliser du renforcement musculaire ou de la réathlétisation, du renforcement athlétique, en fait, que d'utiliser voilà, ces termes-là qui peuvent faire peur finalement du corps enseignant ou auprès des éducateurs ou surtout des parents hein, qui peuvent être effrayés par ce terme-là. Donc le renforcement, oui, contrairement à ce que l'on peut croire, le renforcement musculaire, c'est un principe qui me paraît indispensable auprès des jeunes si on veut les préserver ou on veut éviter la survenue de blessures musculaires ou de blessures ostéo-articulaires. Et le renforcement musculaire, c'est quelque chose qui me paraît indispensable lorsqu'on est amené à entraîner des jeunes, à la fois pour essayer d'optimiser la performance sur du moyen et du long terme, et puis aussi préserver finalement l'intégrité physique du jeune sportif. Ok. On entend souvent dire que la musculation, ou donc du coup on va dire le renforcement musculaire, ça stoppe la croissance. Tu sais d'où vient cette croyance ? Pas vraiment en fait. J'ai l'impression que c'est une idée reçue ou un préjugé. À partir du moment où voilà, on parle d'exercices de haute intensité, où on utilise des charges élevées, etc., tout de suite, on a l'impression voilà, que ça va finalement perturber la croissance de l'enfant. Alors qu'aujourd'hui, il n'y a aucune étude scientifique hein, qui montre clairement, en tout cas qui montre un effet délétère on va dire du renforcement musculaire ou de la musculation entre guillemets, voilà, sur la croissance de l'enfant. Lorsqu'on est amené, alors je sais qu'il y a une étude qui a été réalisée il y a pas mal d'années par des Canadiens sur une durée de 20 mois, me semble-t-il, et qui ne montre absolument pas
à l'issue d'un travail de renforcement musculaire qui ne montre absolument pas un effet sur la taille, finalement, l'évolution de la taille chez les jeunes qui s'entraînent à faire du renforcement, en plus de leur activité physique, par rapport à des sujets témoins, des sujets contrôle. Donc en fait, la taille, finalement, elle évolue normalement, on va dire, pour ceux ou celles qui sont amenés à faire du renforcement, en plus de l'activité physique et sportive. Et quand bien même si on s'intéresse à des activités comme la gymnastique, où la charge de travail ou d'entraînement est relativement importante, hein, pour certains jeunes qui s'entraînent à plus de 15 heures, voire 20 heures d'entraînement semaine, voire même plus, hein, pour certains élites, finalement, on croit que ce type d'activité va ralentir, va perturber la croissance. Alors certes, ça peut retarder ou influencer la croissance, mais ça n'a pas un effet délétère sur la taille définitive de l'enfant lorsqu'il sera adulte. Voilà. Donc en fait, il y a c'est souvent lorsque la charge de travail est relativement importante, c'est que la nutrition ou l'apport alimentaire est insuffisant. Donc la balance énergétique entre ce qu'on apporte et ce que l'on dépense, cette balance énergétique, elle est plutôt négative, c'est-à-dire que l'enfant, lui, il se dépense plus qu'il ne mange. Donc, quelque part, il y a une dépense énergétique, enfin une balance énergétique qui est négative. Et donc, c'est un effet forcément sur la croissance. Mais on s'aperçoit que lorsque l'enfant diminue le volume d'entraînement ou diminue, on va dire, la charge de travail, et qu'il se réalimente voilà, à hauteur de ce qu'il se dépense, pardon, ben en fait, la croissance revient normalement, et en tout cas, l'enfant, il reprend sa courbe de croissance normale. Et justement, là, donc tu disais que finalement, c'est plutôt bien pour enfin, il n'y a pas de problème avec la croissance. Est-ce que tu peux dire les bienfaits justement du travail de force chez les jeunes? Oui, alors peut-être avant d'aller sur les bienfaits, ce que je voudrais dire, alors après il faut faire attention, il faut que la charge de travail soit relativement bien dosée, qu'on respecte finalement les principes de l'entraînement avec la progression, la surcharge progressive, la spécificité. En tout cas, si on respecte bien la gestion de la charge de travail avec une progression relativement régulière. Et en tout cas, si les cartilages de croissance ou les cartilages de conjugaison, donc c'est à cet endroit où se fait la croissance de l'os en longueur, notamment au niveau des épiphyses de l'os. Mais si les cartilages de croissance ne sont pas touchés, voilà, il n'y a aucun risque finalement de perturber la croissance. Donc il faut vraiment bien gérer la charge et éviter voilà une vitesse de montée en charge trop rapide, qui est un facteur de risque de blessure. Et par rapport à la gym, par exemple, un jeune gymnaste vient à la gym parce qu'il est petit, finalement, parce que ses parents sont petits. Et pour être performant en gymnastique, il faut être petit pour assurer des bonnes rotations, pour assurer des accélérations, des décélérations efficaces. Donc en fait, on vient à la gym, enfin le jeune, il vient à la gym parce qu'il est petit, mais que ses parents sont petits. Donc en fait, c'est faux de croire que la gymnastique, par exemple, altère la croissance, en tout cas. C'est parce que le jeune est petit qu'il va être performant dans cette discipline. Voilà. Mais en tout cas, il faut de croire que la taille future de l'enfant sera diminuée. C'est pas les basketteurs sont grands, c'est pas le basket qui rend grand, c'est juste on a remarqué que pour jouer au basket, c'est mieux d'être grand, en fait, tout simplement. Ceux qui étaient plus grands étaient mieux. C'est exactement ça, c'est le contre-pied en fait. Hein. Donc c'est pas le basket qui fait grandir. Tout comme c'est pas la gymnastique qui fait devenir petit. Voilà, donc c'est des idées
reçu et le travail de renforcement musculaire souffre de ça, souffre de cette image-là. On croit souvent que faire du renforcement musculaire va altérer la croissance, alors que c'est complètement faux. Et pour venir à ta question, si la dose, si la charge de travail en tout cas, qui est constituée de l'intensité, du volume, de la récupération, en tout cas si ces trois dimensions en fait de la charge sont bien respectées, sont bien contrôlées en fait, il n'y a pas de raison finalement de quelque part d'altérer la croissance d'un jeune sportif. Et au contraire, hein, je pense que faire du renforcement musculaire, ça permet de prévenir les blessures. Je peux donner plusieurs exemples. Hein. En tout cas, prévenir le risque de blessure. Et donc, surtout pour des jeunes qui sont amenés vraiment à pratiquer beaucoup d'heures d'entraînement semaine. Donc, il faut toujours prévenir que guérir. Donc, il ne faut pas hésiter à renforcer, à rééquilibrer certaines décompensations musculaires qui sont liées à la croissance au sport qui est pratiqué. Donc, le but, c'est de pouvoir faire du rééquilibrage musculaire, de recompenser certaines décompensations musculaires et éviter finalement trop d'instabilité articulaire, par exemple au niveau du genou ou au niveau des chevilles ou ailleurs, quoi. Justement, là, je discutais avec je sais plus qui, mais en gros, nous, de toute façon, avant le pic de croissance, tu es plus sur du travail technique, on va dire, apprendre une coordination, un schéma moteur, à travailler peut-être des qualités athlétiques, par exemple l'explosivité ou une position de gainage, avec une charge externe. C'est pas forcément une barre à 100 kilos, ça peut être une gourde ou un ballon. C'est juste apprendre aux jeunes à savoir déplacer une charge dans une bonne posture et être efficient là-dessus. La charge en fait, on va dire, peu importe la charge, l'objectif c'est qu'il ait une bonne coordination, un bon schéma moteur pour que plus tard on puisse faire des choses, on va dire, aller plus loin dans ce domaine-là. Oui, tout à fait. Hein. Il est vraiment très important de bien contrôler en tout cas le geste, le mouvement en fait, que le mouvement soit fait correctement. Et on peut très bien faire du renforcement musculaire en utilisant le propre poids du corps. Okay. Ça peut être des tractions, ça peut être des pompes. On peut utiliser aussi du matériel comme des medicine balls, des élastiques, des haltères. Mais on peut très bien augmenter le niveau de force musculaire d'un enfant, même prépubère. Hein. L'enfant prépubère n'a pas le matériel hormonal finalement pour hypertrophier, pour augmenter sa masse, son volume musculaire. Mais en tout cas, on peut très bien augmenter le niveau de force musculaire en jouant sur des adaptations d'ordre nerveuse, en permettant un meilleur recrutement des fibres musculaires qui sont innervées, donc les unités motrices. On peut donc assurer un meilleur recrutement nerveux, enfin des unités motrices, une meilleure synchronisation des unités motrices, donc une meilleure coordination intramusculaire. Et rien que sur le plan nerveux, voilà, on peut facilement, à l'issue de quelques semaines d'entraînement, en réalisant ne serait-ce que un meilleur geste technique, une meilleure coordination intermusculaire ou intramusculaire, on peut aisément, en quelques semaines, augmenter la force musculaire de 10 à 15%. Et il n'est pas nécessaire d'aller sur des charges de travail trop importantes au risque de blesser un jeune. Donc, on peut déjà essayer d'estimer une répétition maximale sur un appareil on va dire de musculation entre guillemets, les appareils qu'on trouve dans les salles de musculation. On peut estimer une répétition maximale, mais à partir d'un test qui est basé sur 10 répétitions. Et de connaître quelle est la charge qui peut être soulevée au maximum 10 fois. Et à partir d'une ABAC, en fait, on peut estimer ce que pourrait être une RM chez un enfant à partir de ce test de 10 répétitions maximales.
On peut faire ça sur différents appareils, et donc ça évite finalement, voilà, d'aller ou d'utiliser des charges maximales chez les jeunes. Alors après, l'idéal, c'est peut-être faire aussi du circuit training en diversifiant en tout cas les exercices sur différents appareils, en travaillant différents groupes musculaires. Un circuit training, on sait très bien que quand on répète des séries ou des exercices, on peut aussi solliciter le métabolisme aérobie. On en a parlé la dernière fois sur l'endurance, mais on peut, Mhm. tout en essayant voilà, de privilégier le métabolisme aérobie, on peut aussi, sous forme de circuit training, on peut aussi faire du renforcement musculaire. Voilà, sur des 3-4 séries de 10 à 15 répétitions à une charge qui va correspondre à peu près à 60-70% d'une RM, d'une répétition maximale. Et avec voilà, 2 à 3 minutes de récupération entre les séries. Et là, on est vraiment sur des charges qui sont modérées, et on se rend compte qu'avec ce type de charge, on peut facilement augmenter le niveau de force chez les enfants prépubères, sans hypertrophier, mais en jouant encore une fois sur les adaptations nerveuses. Mhm. Et comme tu disais, le fait de faire un peu du renforcement musculaire va améliorer la coordination donc inter et ou intramusculaire. Donc ça va vraiment éviter le risque de blessure, enfin ou réduire le risque de blessure. Et ça, c'est, on va dire, le plus important chez le jeune aussi. Et la Parce que coordination intermusculaire, oui, tu as raison de le mm, préciser. La coordination intermusculaire, déjà, c'est la coordination déjà on va dire des muscles agonistes avec les muscles antagonistes, c'est-à-dire les muscles agonistes, ce sont les muscles effecteurs du mouvement, euh, et les muscles antagonistes, c'est les muscles freinateurs du mouvement. Donc si on mhm, prend par exemple les quadriceps et les ischio-jambiers, ben, sur une extension de jambe par rapport à la cuisse, ben, ce sont les quadriceps qui sont les effecteurs, mais à l'inverse, les ischio-jambiers sont les muscles freinateurs, donc les antagonistes. Et donc, on se rend compte que les enfants prépubères, ils ont tendance à suractiver les muscles antagonistes. ok. Euh, donc, ce qui fait que ça limite finalement l'expression des muscles agonistes dans le mouvement. Donc, quand on parle de coordination intermusculaire, c'est déjà de retrouver une espèce d'équilibrage entre les agonistes et les antagonistes. Mhm. Je voulais que tu viennes aussi, c'était pendant la croissance, dans ton livre, tu parlais du gainage et que c'était vraiment important. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors oui, le gainage, c'est important parce que déjà, c'est un bon gainage, ne serait-ce que de la ceinture abdominale, donc euh, permet donc de faciliter le transfert finalement des forces on va dire des membres inférieurs vers les membres supérieurs, parce que bon, le gainage va pouvoir permettre finalement d'assurer ce transfert de force du bas vers le haut. C'est ce qu'on a par exemple lors du service au tennis, hein, par Mm, exemple, hein, lorsqu'il faut faire un tennis, toute la force qui est produite par les jambes, il faut qu'elle soit transférée finalement sur le haut du corps pour que voilà, le service, par exemple, soit efficace. Donc, en fait, tout ce qui passe par la ceinture abdominale, voilà, il faut être bien gainé, avoir une bonne musculature, de façon à assurer ce transfert. Après, le gainage est aussi important pour être bien équilibré, par exemple. L'équilibre est nécessaire, il est majeur finalement dans la performance sportive. Euh, et puis ce gainage aussi, il est nécessaire pour tout ce qui est contre, tout ce qui est frappe, tout ce qui est réception. En tout cas, ce même courir. gainage-là, il est vraiment important, voilà, dans toute performance finalement. Et puis il est nécessaire aussi pour protéger aussi la colonne vertébrale, notamment à un moment où les enfants grandissent très vite. Hein, donc tu as parlé du PVC tout à l'heure, du pic de croissance rapide de la taille. Ben, je rappelle aux auditeurs que les enfants grandissent tout d'abord par les membres inférieurs, puis ensuite par le tronc. Et lorsqu'un enfant il grandit par le tronc, donc c'est surtout dans les 4 à 5 mois qui suivent le PVC de la taille, ben, lorsque la colonne vertébrale s'allonge, il faut qu'elle soit protégée.
D'autant plus que le PVC du poids et de la masse, en fait, chez le garçon, il a lieu 1 an et demi, voire 2 ans après le PVC de la taille. Donc en fait, on a des garçons qui grandissent vite, qui s'allongent, mais qui sont musculairement plus forts dans les 1 an et demi, voire 2 ans après le PVC de la taille. Donc en fait, lorsqu'un garçon il a aux alentours de 14 ans et un petit peu au-delà, bah attention, lorsque la colonne vertébrale s'allonge, il faut faire du gainage pour protéger cette colonne vertébrale et éviter aussi les déformations du dos comme les scolioses, les lordoses par exemple. Mm. Ça me fait penser, souvent, là on parlait de gainage, souvent les gens quand on leur dit gainage, ils pensent au gainage ventral, donc c'est-à-dire à, on va dire, renforcer ici, devant, Oui. et donc ils font que du gainage style planche, et ils oublient qu'il y a les obliques, et le problème qu'on a à faire trop de gainage ventral, on va dire, c'est qu'on retrouve une hypertrophie ici, et donc ça arrondit un peu les épaules, et ils Mhm. sont hypotoniques du dos. Donc, il faut bien penser que si on fait du gainage ventral, il faut aussi faire la chaîne postérieure Bien pour, sûr. comme tu disais, la colonne vertébrale pour vraiment la structurer, qu'elle a une bonne architecture. Il y a des muscles solides pour aider là. Donc, ouais, bien fait Oui, oui, tout à d'en fait. parler. Oui. Tu as raison de le préciser. Encore une fois, il faut un équilibrage entre forcément la musculature antérieure et Et postérieure, de manière postérieur. à pouvoir bien équilibrer la colonne. Ça, c'est sûr. Il Souvent, faut. on oublie la chaîne post. Tout à fait. Je voulais que tu viennes aussi sur la question de la pliométrie pendant la croissance. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Ben, la pliométrie, ouais, c'est une méthode aussi pour faire du renforcement. La pliométrie, ben, elle consiste finalement à utiliser l'énergie élastique qui s'emmagasine dans le système musculo-tendineux et cette énergie-là, en fait, elle est restituée, en tout cas, elle est réutilisée, notamment lors des mouvements ou lors des cycles étirement-contraction. C'est ce qu'on a sur des sauts, par exemple. Hein, lorsque, par exemple, on saute d'un plint sur le sol, et ben, en fait, on a une contraction qui va se faire dans un premier temps. Il y a une préactivation déjà qui va se faire, suivie d'une contraction par étirement qu'on appelle une contraction excentrique. Et cette contraction excentrique, en fait, elle est suivie tout de suite par une contraction concentrique qui est le plus souvent explosive. En fait. Donc le travail pliométrique, hein, on l'utilise notamment voilà, pour essayer d'optimiser cette restitution de l'énergie élastique, notamment lors des mouvements euh, par étirement-contraction. Et c'est ce qu'on retrouve voilà, lors des sauts, lors des réceptions de sauts qui sont suivies par des impulsions. Ou ça peut être aussi sur les membres supérieurs aussi, parce qu'on prend souvent l'exemple des membres inférieurs, mais aussi il y a les Mmh. membres supérieurs, où là, pareil, il y a souvent sur des lancers, par exemple, il y a une prise d'élan avec un étirement on va dire du membre supérieur qui est suivi par un mouvement de contraction qui permet voilà, le plus souvent de lancer la balle, par exemple, beaucoup plus loin. Donc, on se sert vraiment de l'énergie élastique qui s'emmagasine dans le muscle lors de l'étirement, et cette énergie-là, elle est restituée sur la phase de contraction plutôt concentrique. Alors, la pliométrie, oui, c'est une méthode d'entraînement, voilà, de renforcement que l'on peut utiliser chez les jeunes. Alors, les jeunes, ils l'utilisent assez naturellement, puisque lorsqu'ils sont amenés à sauter, à faire des bonds, des multibonds ou des sauts, voilà, naturellement, les jeunes l'utilisent. Après, il faut faire attention à si on veut vraiment faire des séances d'entraînement purement en pliométrie, il Mmh. faut y aller progressivement. Il faut faire en sorte que, encore une fois, que les positions soient bien respectées, notamment sur les réceptions. Lorsqu'on voit, par exemple, sur les réceptions de saut, si on voit des genoux qui se mettent en valgus dynamique, c'est-à-dire les genoux qui rentrent l'un sur l'autre, Mmh. ça peut être dangereux parce que les pieds ne se retrouvent pas bien à plat sur le sol, ils se mettent en éversion, plante des pieds orientés vers l'extérieur. Après, il y a souvent, alors s'il y a des valgus, il y a souvent une faiblesse au niveau
des abducteurs de la hanche, hein, petit et moyen fessier, c'est-à-dire qu'il y a une adduction de la hanche et ça entraîne un valgus des genoux avec des pieds qui se mettent en éversion. Donc, quand on parle de renforcement musculaire, il faut aussi être vigilant sur la musculature des abducteurs qui permettent voilà, de bien avoir les genoux alignés avec le corps et donc les pieds à plat sur les réceptions. Donc, faire très attention sur la position des genoux, sur la position des pieds au sol au moment des réceptions et puis au moment des impulsions. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire en sorte de bien contrôler que les réceptions soient correctes et soient bonnes chez les enfants. Donc, on peut faire des réceptions sur 2 pieds. On peut faire par exemple des sauts, mais d'une faible hauteur, c'est-à-dire 20-30 cm maximum dans un premier temps. Et puis après, s'il y a trop d'impact au sol, en tout cas si on veut répéter beaucoup de réceptions de sauts avec des impulsions, après on peut faire dans le sens contraire, c'est-à-dire sauter sur des plinths pour éviter que les enfants prennent trop d'impact au sol. Donc en sautant sur des plinths, alors ça peut être aussi des sauts sur des petits plinths de faible hauteur, hein, mais en tout cas, faire toujours en sorte que les réceptions, que ce soit sur le plinth ou en tout cas sur le sol, soient correctes et bien réalisées. Avec bien sûr une bonne coordination des bras avec le tronc et les jambes, et puis un dos qui reste bien gainé, encore une fois bien aligné pour éviter des déséquilibres et donc des chutes ou des blessures. Donc l'idée c'est de pouvoir faire des sauts à 2 pieds, puis après au fur et à mesure si le mouvement est bien réalisé, bien contrôlé, après soit on peut augmenter un petit peu la hauteur des sauts, c'est-à-dire qu'on peut faire des sauts d'une hauteur de peut-être de 40 voire 50 cm maximum, mais pas au-delà parce qu'après on se rend compte que sur des sauts de 60 ou 70 cm de haut, le cycle étirement-détente, en fait, il n'est pas optimal. En fait, hein, donc, Ok. il y a un effet inhibiteur à la réception et là, on a du mal à restituer finalement l'énergie élastique lors des impulsions. Donc, c'est pas la peine d'aller sur des sauts qui soient au-delà de 50 cm, excepté pour vraiment des spécialistes pour lesquels, voilà, une hauteur de 60-70 cm, ça peut être envisagé. Mais pour le commun des mortels, pour la grande majorité d'entre nous, c'est pas la peine d'aller au-delà de 50 cm de hauteur. Ok. Oui. Bah, c'est bien qu'on vienne sur la pliométrie. Moi, je remarque, allez, juste avant le pic de croissance ou pendant le pic de croissance, j'ai eu d'ailleurs un jeune en prépa physique là-dessus. Ils ont un gros problème de coordination. Tu parlais du rebond élastique. Et je vois que, par exemple, je leur demande aux jeunes que j'entraîne de faire de la corde à sauter. Mais pour eux, c'est un calvaire. C'est un calvaire total. Et même quand ils courent, on en parlait dans le premier épisode, mais les pieds ils tapent parce qu'ils n'arrivent pas à renvoyer l'énergie. Et où on dit souvent les adolescents, ils traînent les pattes aussi. Mais justement, ils ont pas de rebond là comme ça. Et donc c'est cool que tu nous parles de la pliométrie. Il faut vraiment qu'on en fasse peut-être un petit peu tout le temps pour travailler ce réflexe. Oui, de toute manière, il faut faire de la pliométrie déjà pour anticiper aussi, pour que les enfants apprennent à anticiper finalement la réception ou l'impact au sol. Donc, ça veut dire qu'il y a une préactivation qui est nécessaire. Donc, pour vraiment anticiper l'impact du talon au sol, donc et encore l'impact du talon au sol, il faut l'éviter. Donc, il faut aussi que l'enfant apprenne aussi à amortir finalement avec la pointe des pieds de manière, alors on a parlé des ostéochondrites et notamment de la maladie de Sever, notamment à l'âge de 9-10 ans. La prévalence est relativement importante, donc il faut éviter sur les enfants qui sont jeunes comme ça, à 9-10 ans, d'avoir des réceptions directement sur le talon, sans quoi on peut augmenter le risque de faire une ostéochondrite au niveau du talon, au niveau du calcanéum, donc maladie de Sever. Donc il faut apprendre à ce que les enfants en fait essayent d'amortir finalement la réception avec la pointe des pieds. Et donc ça veut dire qu'il faut quand même préactiver en tout cas le triceps sural, les muscles du mollet, de manière vraiment à amortir la réception. Après, cette préactivation, elle va être suivie par une contraction
excentrique suivie par une contraction concentrique au niveau des mollets. Donc en fait, c'est important, voilà, en termes de prévention des blessures, voilà, d'apprendre à l'enfant à bien se réceptionner et à utiliser vraiment correctement ce cycle étirement-détente pour optimiser la performance au saut vertical ou au saut en longueur, par exemple, ou même sur des courses hein, où on utilise forcément le cycle étirement-détente. Donc il y a vraiment un apprentissage et la pliométrie, pour ça, elle est nécessaire si on veut vraiment optimiser le rendement de la course ou le rendement au niveau des sauts. Tu disais, pardon, pour la pliométrie, pour le travailler, ce qu'il y a de bien, c'est donc des sauts inférieurs à 50 centimètres et de préférence, oui, voilà. Et à peu près, tu sais, ce que je voulais savoir, c'est combien de séries ou de répétitions, ou est-ce que tu penses à d'autres exercices, par exemple la corde à sauter ou d'autres choses? Ben, moi, je pense que dans un premier temps, il faut que l'enfant se remette à faire une activité spontanée naturelle, c'est-à-dire avoir un jeu libre Hmm. enfin, le plus important en tout cas, augmenter ce temps de jeu libre par rapport au sport structuré organisé. Et c'est durant ce jeu libre en fait que l'enfant, lui, il peut être amené à faire des sauts naturellement, voilà, euh, à utiliser par exemple des cordes à sauter, voilà, ou à utiliser sa slackline dans son jardin, etc. Essayer vraiment voilà, de lui-même, qu'il apprenne vraiment à utiliser naturellement ce cycle étirement détente. Euh, alors, sur des réceptions ou des impulsions à deux pieds, puis après le faire sur un pied, pied droit, pied gauche, de façon unidirectionnelle et après bidirectionnelle avec des changements d'appui sur le côté. Donc il faut y aller progressivement, mais ça passe forcément par une activité spontanée qui après peut être amenée à évoluer de manière beaucoup plus structurée dans le cadre d'un entraînement spécifique ou de club. Hmm. Tu parles de progressivité depuis tout à l'heure, et progressivement, justement, tu arrives à ma dernière question. C'était comment préparer ou comment faire une séance d'entraînement pendant la croissance. Alors, comment faire une séance d'entraînement? Bon, déjà, il y a des principes qui sont fondamentaux, à savoir bien s'échauffer. Ensuite, il y a un corps de séance hein, voilà, qui représente finalement le noyau central finalement de la séance avec un objectif bien précis. Et puis après, il y a un retour au calme qui doit aussi être respecté avec des phases voilà, de récupération active ou des phases d'étirement pour mieux préparer la séance qui suit. Donc après, voilà, dans cette séance-là, il faut essayer vraiment de bien respecter ce temps d'échauffement, ce temps de travail qui est essentiel pour évoluer sur du moyen et du long terme avec un retour de séance qui doit être progressif aussi. Après, la manière finalement de structurer l'entraînement, on revient sur les principes fondamentaux hein, de l'entraînement, à savoir cette progressivité dans la charge, cette surcharge aussi qui doit être progressive hein, et à un moment donné, le corps s'adapte à la charge. Donc, à un moment donné, si on n'augmente pas au fur et à mesure la charge de travail, on ne peut pas progresser. Donc, il faut passer par des tests d'évaluation pour savoir où en est l'enfant dans sa progression. Et si vraiment, voilà, il s'est adapté à la charge, et on le vérifie grâce à des tests spécifiques, après, on peut progressivement augmenter la charge de travail, mais toujours dans cette notion de progression de la charge de travail avec de plus en plus de spécificité lorsque l'enfant devient adolescent et qui va se spécialiser dans une discipline, il va falloir proposer des exercices un petit peu plus spécifiques. Hein, je rappelle aux auditeurs que la base, le socle commun, c'est la motricité. Il faut absolument proposer diverses activités pour vraiment élargir la motricité de l'enfant. Et puis après, il faut spécialiser au fur et à mesure l'enfant en fonction de ce qu'il veut, de ce qu'il veut faire en termes d'activité physique et sportive. Mhm.
Donc en fait, la construction, elle doit se faire naturellement sur les mêmes principes de l'entraînement que l'adulte, mais en respectant ce principe de progression de la charge de travail, et puis de la récupération qui a tendance à vraiment à baisser avec l'âge, c'est-à-dire que lorsque l'enfant devient adolescent, lorsqu'il a passé son pic de croissance rapide de la taille, ben, sa capacité de récupération elle est beaucoup moins rapide. Donc en fait, l'adolescent, il va avoir plus de mal à récupérer si si la charge de travail devient un petit peu importante. Donc il faut aussi respecter cette récupération un petit peu plus longue, notamment durant la phase d'adolescence. Voilà donc pour les grandes lignes. Et sur la structuration, si on doit faire un petit peu le tour de ce qu'on a dit sur ces 3 podcasts, donc la motricité, c'est quelque chose de majeur, hein, il faut vraiment la développer très tôt, il faut l'entretenir aussi durant le PVC et après, parce que le schéma corporel est modifié. Donc il faut vraiment préserver cette motricité, préserver la technicité, de manière à pouvoir réduire le coût énergétique de l'activité et optimiser le rendement de l'activité. Donc cette notion de motricité, d'efficience motrice, elle est fondamentale en permanence. Et puis après, la force, donc pour en revenir à la force, eh ben, il faut pouvoir proposer des exercices de force aussi très tôt chez les enfants, de manière, encore une fois, à pouvoir recompenser certaines décompensations musculaires qui sont liées à la croissance et l'activité physique et sportive. Déjà, dans un but de pouvoir optimiser la performance sur du long terme, mais aussi prévenir le risque de blessure. Et il ne faut pas hésiter à faire du renforcement très tôt chez les jeunes pour préserver son intégrité physique et le développement harmonieux de son corps. La souplesse, elle a tendance à diminuer au moment du PVC, donc il faut préserver aussi les qualités de souplesse au moment du PVC. La souplesse étant une qualité physique qui est indissociable à toute performance et même pour préserver aussi, en tout cas réduire le risque de blessure. L'endurance, eh ben, il faut aussi préserver cette endurance qui est très métabolique, qui est très importante avant le PVC. Elle a tendance à diminuer au moment du PVC, donc il faut essayer vraiment et je fais référence au 2e podcast, il faut vraiment préserver le métabolisme aérobie pour que l'enfant qui devient adolescent puisse bien récupérer à l'issue de chaque exercice ou de chaque séance d'entraînement. Voilà à peu près pour ce qui est de la structuration finalement des qualités au cours du développement de l'enfant. En tout cas, si les auditeurs veulent un petit peu plus d'enseignements là-dessus, ils peuvent se référer à mon ouvrage de 2018 sur la préparation physique du jeune sportif. Tu nous as fait une superbe conclusion. C'est super bien. Je te remercie beaucoup. Et je vais te poser juste des petites questions de fin. Est-ce que tu as un livre que tu conseilles? Alors, à vrai dire, je lis pas beaucoup de livres. Okay. Je suis honnête hein, avec toi et les auditeurs, je lis pas beaucoup de livres en fait. Et parce que mon rôle de chercheur, c'est de produire de la connaissance et d'aller chercher des connaissances qui sont issues de travaux scientifiques. Donc, je lis beaucoup d'articles scientifiques. Et ma démarche, finalement, c'est d'essayer de vulgariser les connaissances scientifiques pour les mettre, encore une fois, au bénéfice des milieux sportifs, éducatifs et médicaux. Mais toutefois, j'ai un livre, mais alors c'est un livre qui est en anglais, je suis désolé. Okay. Et c'est ce livre-là, en fait. Hein. C'est le livre qui a été un livre qui parle du sport chez l'enfant et de l'exercice, qui est une 3e édition chez Oxford University Press, okay. Et qui a été coordonnée par notamment le professeur Neil Armstrong. Je ne sais pas si vous le voyez, j'avance un petit peu. Ah oui, je le mettrai en lien pour les auditeurs qui veulent avoir la référence, je mettrai en lien le livre.
Donc le professeur Neil Armstrong, alors avec qui je travaille depuis des années, depuis une vingtaine d'années, chez qui j'ai fait mon postdoc en Angleterre. Ok. Et voilà, c'est une référence mondiale sur l'enfant et l'activité physique et sportive. C'est un collectif d'auteurs, ce sont on va dire les meilleurs chercheurs dans le monde sur l'enfant et le sport. Et donc il y a beaucoup, beaucoup d'informations sur la physiologie de l'exercice chez l'enfant. Et l'avantage de ce livre, c'est qu'il voilà, il amène à des recommandations pratiques aussi sur la base de connaissances scientifiques. Voilà, donc c'est vraiment un livre en or. Il n'y a pas mieux, il y a pas mieux que ce livre-là au niveau des connaissances scientifiques sur l'enfant. Ok, très bien. Un exercice que tu aimes faire avec les jeunes ou que tu voudrais que les jeunes fassent? Alors, j'ai pas d'exercice à proposer spécifiquement. Je vais te dire pourquoi et ça rejoint un petit peu ma philosophie, c'est que ce que je conseillerais, voilà, finalement aux enfants, c'est de faire beaucoup d'activités physiques et sportives, de toucher à plein de disciplines, à faire, voilà, à faire du multisport, voilà, et surtout de manière à pouvoir, de façon à ce qu'ils puissent construire leur propre motricité naturelle euh, et euh, voilà, éviter encore une fois cette spécialisation trop précoce qui peut être au détriment de leur développement. Donc en fait, je n'ai pas vraiment d'exercice spécifique, mais je conseille voilà, aux enfants voilà, de se faire plaisir, de trouver du plaisir dans leur pratique physique et sportive. Et je pense que voilà, c'est essentiel pour leur développement futur. Donc, pas d'exercice spécifique, mais en tout cas, et aussi qu'ils fassent beaucoup d'activités physiques naturellement, c'est-à-dire du jeu libre, Hmm. auquel ils peuvent vraiment se construire naturellement. Voilà, voilà ma philosophie en fait. Donc, j'ai pas vraiment d'exercice type à proposer. Ils en parlent beaucoup dans DLTA, justement, de laisser beaucoup le jeune faire ses exercices et aller chercher sa créativité, justement. Tout à fait. Ok. Et ben écoute, Sébastien, merci beaucoup pour ta disponibilité et pour le partage de tes connaissances. C'était vraiment super de t'avoir 3 fois là, justement. On a pu voir beaucoup de choses et tu m'as beaucoup aidé. Donc je te remercie beaucoup pour tout ça. Mais merci Sydney de m'avoir sollicité. En tout cas, c'était un plaisir de pouvoir échanger sous la forme voilà, de podcast et puis de partager un petit peu voilà, ma vision des choses avec tes auditeurs. Donc, ça a été un plaisir de pouvoir m'entretenir avec toi et les auditeurs. C'est la fin de cette interview. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouveaux épisodes. À bientôt.